Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints en pleine période fiscale à 18h, du coup, en pleine semaine. Donc, j'ai le plaisir, du coup, de présenter ce rendez-vous aux 50 sur la cybersécurité. Donc, c'est un sujet qui nous touche qui nous touche tous. Donc, je serai accompagné du colonel Lambert, du coup, qui va nous apporter un petit peu de matière par rapport à son expérience professionnelle, et puis par rapport à notre métier. Je me permettrai d'intervenir pour poser quelques petites questions. N'hésitez pas, parce que j'ai accès au chat, donc je peux voir toutes vos questions. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, je préfère vous le dire et vous décomplexer dès maintenant, notamment en matière de cybersécurité, en matière de cyberdéfense. Donc, le but, c'est, vous me posez vos questions, on essaiera de les rassembler vers la fin. Sachant que vous êtes avec nous pendant à peu près une petite heure et demie, à peu près, globalement. On va essayer que ça soit le plus interactif et le plus dynamique. Et on est parti. Mon colonel, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très honorée de faire une nouvelle intervention avec l'Ordre des experts comptables, en particulier avec la région Paris-Île-de-France. C'est toujours un plaisir de retrouver les professionnels du chiffre que je côtoie régulièrement. Et puis, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que je suis beaucoup intervenue auprès de l'Ordre, je voudrais donc vous présenter mes fonctions. En fait, moi, je suis adjointe au chef de la division de la connaissance, de l'anticipation et de la gestion de crise cyber, tout un programme qui démarre de la détection des cyberattaques, de l'identification des cybercriminels jusqu'à comment on aide les entreprises et collectivités, les hôpitaux à se préparer aux cyberattaques et aussi aux professionnels du chiffre comme vous, d'où mon intervention de ce soir. Je suis basée au campus cyber à La Défense, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une tour essentiellement dédiée à la cybersécurité. Et du coup, dans cette tour, on retrouve les grands pontes de la cybersécurité, grandes entreprises comme Orange Cyberdéfense, Thales, plein d'entreprises. On a aussi avec nous ici les forces de sécurité intérieure, la DGSI et le ComCyber des armées, la DRSD, enfin plein d'entités qui luttent contre, pour nous, la cybercriminalité. Pour d'autres, ils font de la cyberdéfense, voire de la cyberoffensivité. Et donc, ça nous permet de tous discuter ensemble et d'être les plus performants possibles pour vous protéger et faire en sorte que les cyberattaques touchent le moins possible la France. D'accord. Donc, mon rôle ce soir, ça va être de vous présenter, de vous faire une présentation en fait en plusieurs temps. Évidemment, de vous dire ce qui se passe actuellement en France. Alors là, on sera sur les chiffres de 2023-24 et je pourrais vous donner un peu les derniers chiffres consolidés par le service statistique du ministère de l'Intérieur, puisqu'on est en train de rédiger le prochain rapport sur la cybercriminalité, donc vous aurez les nouveaux chiffres. Et puis vous dire comment vous en prémunir surtout, parce que je pense que c'est surtout ça que vous êtes venu chercher, et puis quelques outils qui peuvent vous aider au quotidien. Si vous avez des questions, vous verrez, il y a des outils pour vraiment répondre à toutes les situations. C'est noté. Vous me dites, je fais défiler le PowerPoint, du coup. C'est parti. Alors, pour vous présenter mon unité, donc je fais partie du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Donc, c'est le fameux ComCyberMI que vous voyez au milieu de la slide. Et en fait, assez rapidement, le ministre de l'Intérieur de l'époque, parce qu'on a changé pas mal de ministres de l'Intérieur en très peu de temps. Donc, pour le coup, c'est M. Darmanin qui s'est mis en ordre de bataille sur l'écosystème cyber interministériel. Et donc, il a décidé de créer aussi à son niveau, de son ministère, une entité spécifique cyber. Et donc, on côtoie d'autres unités, évidemment, de haut niveau. Vous allez trouver, donc, au niveau du Premier ministre, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est le leader de la cybersécurité, qui protège en particulier les opérateurs d'importance vitale ou de services essentiels. Et puis, mais pas que, ils essayent aussi avec NIS 2, évidemment, ils vont prendre aussi de l'ampleur, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont devoir renforcer leur cybersécurité. Donc, l'ANSSI est en charge de ça en particulier. Au ministère de la Justice, vous allez retrouver le parquet anti-cybercriminalité. Donc, c'est un parquet qui est dédié qu'à la cybercriminalité. C'est une femme, Madame Brousse, qui est à la tête de ce parquet. Elle a 5 magistrats avec elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces magistrats qui vont traiter les plaintes numériques. Tous les magistrats commencent à être formés où qu'ils se trouvent en France, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté des infractions numériques. Mais ce parquet en question, qui est basé à Paris,
Il est vraiment plutôt compétent sur les rançongiciels, ceux qui ont un impact assez important sur notre tissu économique ou encore sur les intérêts de la nation. Donc, c'est un parquet très spécialisé, mais il faut vous rassurer et vous dire que tous les magistrats aujourd'hui ont dans leur formation initiale de la sensibilisation, voire de la formation à la cybercriminalité et comment monter les dossiers judiciaires de cette nouvelle forme de criminalité qu'on voyait moins parce que c'était dans le cyberespace. Ben aujourd'hui, il y a de réels. Donc, ils se sont mis aussi en ordre de marche. Nous aussi, au Comme CyberAmis, du coup, au ministère de l'Intérieur, on a été créé il y a 1 an à peu près, 1 an et quelques mois, donc on est tout récent. Et sur la droite, si vous regardez bien, vous avez tous les services judiciaires spécialisés dans la cybercriminalité, dans la lutte contre la cybercriminalité. Ces entités-là, elles ne sont dédiées qu'à ça. Donc vous avez l'Office anti-cybercriminalité de la police qui est en haut, l'unité nationale cyber de la gendarmerie juste en dessous. Ensuite, vous avez la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police de Paris, qui a, qui a son propre service. Et puis, vous avez la DGSI, qui, eux, traitent plutôt de tout ce qui est ingérence et atteinte aux intérêts de la nation. Et puis, un peu le volet terrorisme, puisqu'on retrouve de l'apologie du terrorisme. Et selon le niveau, c'est la DGSI. Donc, c'est commun police et gendarmerie. Le Comme CyberAmis, il est commun police-gendarmerie. Mais vous voyez, les unités que vous avez sur la droite, ils ne sont pas dépendants de nous. Ce n'est pas nous qui sommes leurs propres chefs. Ce sont des unités qui sont créées dans toutes ces forces qui sont à même de pouvoir mener ce type d'enquête très, très spécifique, assez chronophage, il faut le dire. Et donc, eux, ils sont vraiment dans leurs propres entités. On n'a pas d'autorité sur eux. En revanche, au Comme CyberAmis, notre mission à nous, c'est d'écrire la stratégie ministérielle de lutte contre la cybercriminalité pour l'ensemble des forces, d'un plan d'action de prévention qu'il faut découler jusqu'au plus bas du territoire pour que tout le monde soit touché. Et puis, on bénéficie aussi d'autres services. Par exemple, on a un département de la coopération internationale parce que les textes européens, évidemment, nous impactent, donc il faut les suivre. Et puis, il faut aussi porter la voix du ministère de l'Intérieur pour essayer d'obtenir des facilités, notamment sur les enquêtes, parce que peut-être qu'on l'abordera, mais vous verrez qu'on ne peut pas tout faire. On n'a pas carte blanche dans les enquêtes parce qu'il y a des libertés individuelles qu'il faut protéger et données personnelles. Donc, tout ça, ça se négocie, ça se traite en tout cas au niveau européen souvent, mais aussi en France avec les services, notamment les parlementaires. Et puis, on a aussi ce département juridique qui, lui, pour le coup, est plutôt tourné vers la France et donc va au contact des parlementaires quand ils veulent faire des lois sur le numérique pour faire entendre parler nos besoins en leur disant qu'on a besoin de tel ou tel pouvoir d'investigation pour mener nos enquêtes à bien. Et puis, moi, ici, au campus, on fait de l'anticipation. Donc, on a un centre d'analystes qui passent leur temps sur le dark web, sur les forums de cybercriminels, évidemment avec des avatars. On ne va pas s'afficher gendarme, sinon on n'aurait pas d'informations. Mais tout ça, ce sont des moyens qu'on utilise au quotidien. Hein. C'est de la veille, hein, tout simplement, de la surveillance, en tout cas sur le web. Leur mission, c'est de détecter le plus rapidement possible les cyberattaques ou au moins les signaux faibles pour avertir très rapidement. Ils vont aussi jusqu'à tenter d'identifier les cybercriminels et de voir un peu leur mode opératoire. Il faut savoir qu'un cybercriminel russe, il n'a pas la même culture, la même façon de hacker qu'un cybercriminel chinois, qu'un cybercriminel indien. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ça à bien prendre en compte. Et eux, c'est ça, c'est leur mission, c'est presque d'avoir une cartographie de qui nous attaque, pourquoi ils nous attaquent et comment ils nous attaquent. Et alors ça, c'est le centre des analystes. Et à côté, on a un département de gestion de crise cyber qui, en fonction de ce que les analystes voient et peuvent nous faire remonter comme information sur comment ils s'y prennent pour nous attaquer, eux, ils sont en charge de dire comment on fait pour se préparer. Donc, c'est la gestion de crise. Moi, je sais ce qui se passe, je sais ce que veulent les hackers, je sais comment ils s'y prennent. Donc, moi, je vous donne des outils pour essayer de faire en sorte que si la cyberattaque arrive, comment vous devez la gérer, ou au moins avoir des outils pour que si elle arrive, elle ait le moins d'impact possible. Donc ça, c'est ce département de la gestion de crise. Et ensuite, on a un centre de formation à Lille qui est, lui, chargé de former les policiers et les gendarmes sur la lutte contre la cybercriminalité. Il y a plusieurs types de formations. En ce moment, ce qu'on fait monter en puissance, c'est les formations sur les cryptoactifs, parce que les hackers, c'est un peu leur monnaie aujourd'hui. Hein. On ne fait plus des virements par banque par l'euro, ça se passe par crypto, parce que bien souvent, ils pensent que c'est totalement anonymisé, et fort heureusement, on arrive à tourner l'anonymat et on arrive à remonter et voire à geler, ce qui a été le cas pour l'affaire Ballan sur Ledger.
on a pu geler la rançon qui avait été demandée en crypto lors de cet enlèvement et d'extorsion de cryptoactifs. Donc, Sachant que les actifs numériques sont, enfin, en tant qu'expert comptable ou en tant que commissaire aux comptes, hein, parce que parfois on a les deux casquettes, mais pas nécessairement. On a l'obligation en matière de lutte anti-blanchiment, hein, ça augmente notre niveau de risque sur le dossier, du coup notre niveau de vigilance, et du coup notamment sur la détection des opérations atypiques, et notamment quand un client va être payé en crypto-monnaie ou va payer en crypto-monnaie un fournisseur, bah, ça nous met en situation de risque parce qu'il peut très bien payer un fournisseur russe alors que les avoirs sont gelés, ou alors quelqu'un en Corée du Nord ou en Iran. Donc, ça peut être compliqué. Donc, c'est pour ça que sur les actifs numériques, on est aussi sensibilisé en tant qu'expert comptable et en tant que tech, puisque ça augmente notre niveau de diligence à effectuer sur nos dossiers. Et puis, il faut savoir que le cryptoactif, c'est une façon d'échapper à la vigilance des banques. C'est pour ça aussi Tout à fait. c'est léger. Donc, c'est aussi ça l'important. C'est bien que vous ayez aussi cette vision des choses. Tout à fait, sachant que maintenant la loi a été modifiée et théoriquement s'il passe par des mixeurs de crypto-monnaies, ce qui complexifie d'autant plus la traçabilité, ça va augmenter pour nous, on va dire, encore plus notre analyse de risque sur le dossier. Complètement. Et enfin, on a un dernier département, c'est le département des enquêtes spécialisées de la donnée et des techniques d'enquête. Et alors là, ce sont des experts en blouse blanche, comme vous pourrez voir dans certaines séries Netflix. C'est vraiment des gens qui sont passionnés, souvent des ingénieurs civils qui rentrent chez nous en gendarmerie parce qu'ils ont le sens du service public et qu'ils ont envie d'apporter leurs compétences. Et là, on va avoir trois entités. On a déjà le groupe cryptoactif. Donc, ce groupe cryptoactif, ce sont des enquêteurs spécialisés dans la remontée, le traçage des cryptoactifs et de geler les avoirs, enfin tout au moins les cryptos, dès qu'il y a une affaire sensible et dès qu'on les sollicite. Et ils ont une compétence vraiment supérieure à la connaissance classique qu'on pourrait avoir des cryptoactifs. Ils sont vraiment reconnus pour être particulièrement performants. Et ils sont d'ailleurs intervenus sur l'affaire Ledger. Donc, c'est vraiment un groupe qui a une compétence, une expertise sur les blockchains, les cryptoactifs, qui est vraiment reconnue au niveau des magistrats. Ensuite, on a un centre d'expertise numérique. Alors, eux, leur jouet, c'est les drones, les téléphones, les portables, et encore plus, ils ont un laboratoire de véhicules numériques, enfin, ce qu'on appelle les systèmes embarqués. Et dès qu'ils voient une Tesla arriver, ils sont comme des fous, ils adorent ça. Dès qu'il y a un peu de technologie, leur capacité, c'est d'aller faire parler les objets. Et ils sont même capables de faire parler les objets quand ils sont abîmés. Assez récemment, ils ont fait, par exemple, c'est des cas un peu atypiques, mais par exemple, il y avait un gardé à vue pour éviter qu'on prenne les données de son téléphone, avait avalé sa carte SIM. Bon, déjà, ça lui a coûté un lavement. Et ensuite, quand on a récupéré la carte SIM, effectivement, elle a été partiellement abîmée par les subgastriques. Et donc, il a fallu la reconstituer pour pouvoir exploiter les données, ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables aussi de, par exemple, une carte mère d'un téléphone qui aurait brûlé à moitié, ils sont capables de reconstituer la moitié qui est abîmée pour essayer d'extraire la donnée qu'on peut aller chercher. Donc tout ça, ce sont des technicités assez rares qu'on dispose et qu'on met au pot commun. C'est-à-dire qu'un policier qui aurait besoin dans son enquête de profiter de ces compétences-là peut nous solliciter pour en bénéficier. Donc là, ce centre d'expertise numérique, ils sont là pour venir faire parler tout type d'objet qui a un peu de numérique dans sa création. Donc, il y a plein de choses. Ils arrivent à faire parler aussi maintenant, vous savez, beaucoup commencent à avoir, par exemple, des assistants vocaux comme Amazon, Alexa. Voilà. Tout ça, on arrive à faire pas mal de choses. Les montres connectées, beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans tout type de scène, on n'est pas que dans le cyber. Hein. Si vous allez sur une scène de crime, j'allais dire classique, aujourd'hui, les objets connectés font partie des preuves qu'on peut récolter sur une scène de crime classique. Et on peut même obtenir certains éléments grâce à ça. Donc, c'est vraiment des gens qui font que ça et qui, du coup, ont une veille technologique. Tout produit qui sort, le dernier iPhone qui sort, tout ça, ils sont obligés de tout de suite aller voir le constructeur pour en connaître toutes les fonctionnalités pour que le jour où ils ont une enquête sur ce type de téléphone, ils soient capables, de le faire craquer, parce que souvent, on ne nous donne pas le mot de passe ou on ne nous donne pas le code de verrouillage. Donc, on doit être en capacité de le craquer. Avec l'accord du magistrat, évidemment, mais c'est des capacités qu'ils ont. Ils sont aussi en capacité, ce groupe-là, de déchiffrer des codes que vous aurez, par exemple, si vous avez un rançongiciel, ils sont capables de créer eux-mêmes la clé de déchiffrement. Alors, d'accord. Ils ne peuvent pas le faire sur tout,
mais ils apprennent en fait, en tout cas, à essayer de créer la clé de déchiffrement quand ils étudient justement le code virus. Ils sont en capacité d'apporter une réponse. Ça ne marche pas tout le temps, mais quand ils peuvent le faire, ils le font. Et ils ont réussi à faire en sorte que certaines entreprises ne payent pas la rançon parce que justement, ils ont réussi à créer la clé de déchiffrement. Et en fait, vous avez le centre des sciences de la donnée, alors qui est complémentaire de ce centre d'experts numériques. En fait, ce centre-là, des sciences de la donnée, vous voyez bien qu'aujourd'hui, toutes nos machines, elles sont gavées de données, c'est des méga-données. Si je vous prends l'exemple d'une affaire de pédophilie, c'est plein de téléphones, plein de tablettes, plein de serveurs qu'on va aller chercher chez les gens. Assez récemment, il y a eu une affaire avec 80 interpellations en même temps. Eh ben, il va falloir, dans le temps de la garde à vue, exploiter un maximum d'informations, et donc les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les serveurs, pour pouvoir sortir les preuves. Et plus vite on le fait dans le temps de la garde à vue, plus vite on donne des éléments au parquet notamment, pour pouvoir donner la bonne, aller chercher la bonne, comment dire, pour demander soit, bon, il n'y a rien, donc vous pouvez libérer, soit, moi je demande la détention parce que les enquêteurs ont trouvé ça dans les 48 heures de garde à vue. Donc c'est important qu'on puisse avoir des gens qui sont capables de créer des outils qui vont en fait agréger toutes ces données et les valoriser, c'est-à-dire attirer l'attention tout de suite de l'enquêteur sur un point particulier, sur des images, pour que tout de suite, en fait, il n'ait pas à passer, comme on aurait pu voir avant, toutes les lignes de code pour savoir ce qu'on peut trouver, tous les fichiers. Maintenant, voilà, il y a des logiciels qui arrivent un peu comme on voit dans les surveillances de ce qu'on appelle les centres urbains de supervision urbain où on voit les caméras. Eh bien, on essaye d'attirer l'attention de l'enquêteur sur un point en particulier pour lui dire là, je pense qu'il y a quelque chose, et donc là, il va vérifier, et donc il gagne du temps. Et voilà, en fait, c'est de gagner du temps pour que pendant le temps de la garde à vue, et notamment sur ces affaires sensibles de pédopornographie, de pouvoir avoir des éléments à donner au magistrat pour que lui prenne la meilleure décision. D'accord, ok. Voilà ce que vous pouvez trouver au ComCyber EMI, et tout ça, eh ben, ça profite à l'ensemble des forces que vous avez sur la droite, dès qu'ils ont un besoin d'une expertise particulière, et même le parquet anti-cybercriminalité vient nous chercher pour éventuellement bénéficier de ces compétences rares, sachant qu'on peut aller n'importe où sur le territoire où se trouve l'affaire en question. D'accord, c'est relativement intéressant parce que nous, on est en principe, j'ai envie de dire même, c'est quasiment une obligation, on est côté plutôt victime que côté, on va dire, j'espère qu'il n'y a pas de confrères qui sont concernés, du côté, on va dire, attaquant. Oui, après, voilà, ce qu'il faut vous rassurer, c'est que c'est pas parce qu'on est centré à Paris, mais comme beaucoup finalement de grosses structures, que le reste du territoire est oublié. Hein. On est capable aussi d'aller en Outre-mer, on y est allé d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie en particulier pour certains dossiers. Et sincèrement, aucun bout du territoire tout le territoire peut nous solliciter. Donc c'est rassurant pour les enquêteurs où qu'ils se trouvent. D'accord. Ok. Voilà pour là. Donc vous voyez, c'est quand même assez riche. Donc on est plutôt bien coordonnés, ça marche plutôt bien, on échange beaucoup entre nous. Et ça a été un peu ça la réussite des Jeux Olympiques, hein, d'ailleurs, c'était notre premier test. Eh ben, ça a plutôt bien fonctionné, puisque vous avez vu que c'est bien passé. Sécurité pour les JO, ça s'est plutôt très bien passé. Donc, test réussi, et donc maintenant, on consolide ce qu'on a créé. Ok, intéressant. Voilà, c'est passé. Je le dis juste aux confrères, on a parlé des organismes d'importance vitaux, donc c'est les OIV. La liste n'est pas publique, du coup, parce que c'est logique, hein, c'est secret défense. Hein, donc c'est toutes les... Mais bon, dans nos clients, ça va être comme des organismes qui vont gérer l'eau, l'énergie, les télécoms, des infrastructures logistiques, ce genre de choses. Donc dans nos clients, si vous l'avez en tant que TAC ou dans le cadre de vos audits, faut faire attention parce que ils sont directement, je crois, vous me corrigez si je dis une erreur, mais ils sont rattachés directement à l'ANSSI et audités directement par l'ANSSI au niveau de leur sécurité, de leur système d'information. Et aussi les banques, bien entendu. Et assez souvent, s'il y a une enquête à mener, c'est souvent la DGSI pour le coup. Ok. Parce que c'est les intérêts de la nation. Tout à fait. Ok. Je passe sur la slide d'après. On n'a pas de questions pour l'instant. Alors, il faut juste que je clique. Voilà. Bon, c'était pour vous mettre un petit peu en jambe, hein, mais je pense que vous ne devez pas ignorer que vous détenez de l'or entre les mains pour les hackers. Vous avez clairement ce qu'ils recherchent le plus. Alors, on peut les lister rapidement, mais on va avoir les RIB, les cartes, enfin, on va avoir principalement les contrats commerciaux, les factures, les RIB, les bulletins de salaire, les relevés de banque,
Donc, ce qui représente comme une masse d'informations, on va dire, assez conséquente, sachant que les clients nous les donnent sans forcément réfléchir. On a aussi les cartes d'identité, parce que maintenant, c'est une obligation dans le cadre de la lutte anti-blanchiment d'avoir comme dans le cadre de la prise de connaissance du dossier. On a aussi le registre des bénéficiaires effectifs, hein, parce qu'on est une profession assujettie qui nous permet d'avoir accès au registre des bénéficiaires effectifs. Donc, c'est vrai que la masse de documents qu'on est capable, qu'on est amené à traiter est assez importante. En gros, il faut presque se plonger à la place du hacker. Si moi, hacker, j'arrive à prendre toutes les données d'un cabinet d'experts comptables, imaginez-vous tout ce qu'il peut faire avec. Vous les voyez, enfin, on va les lister après. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce type de données que vous avez. Et là, on parle des cyberattaques, c'est-à-dire des escroqueries qu'on va pouvoir faire derrière, des fraudes massives. Mais il y a aussi l'espionnage. Enfin, moi, je veux espionner une entreprise, je sais dans quel cabinet d'experts comptables il est. C'est l'expert comptable que je vais aller chercher. Si j'ai une possibilité d'intégrer ce cabinet pour avoir des informations sur une entreprise en particulier. Alors souvent, on dit que c'est les Chinois qui aiment bien espionner. Je ne dirais pas forcément que ça. À partir du moment où c'est une entreprise stratégique qui a certainement des brevets ou des connaissances particulières, je peux vous dire que l'expert comptable est une porte d'entrée aussi pour eux. Enfin, en tout cas, un vecteur qu'ils iront chercher pour aller avoir des informations sensibles de l'entreprise. Donc, il y a le volet cyberattaque et le volet espionnage. Sachant que les confrères peuvent très facilement, les hackers peuvent très facilement trouver le cabinet, parce que généralement, on est très, très heureux de mettre notre plaquette, du coup, ce qu'on appelle la plaquette, donc c'est les comptes annuels qui sont déposés au greffe, et directement, il y a l'adresse du cabinet. Du coup, et certains même déposent, certains avocats, l'attestation de l'expert comptable, donc là, on a le nom, même le nom de l'expert comptable. On a quelqu'un qui nous posait la question dans le chat, en quoi la connaissance d'un RIB est une source de risque de la part des hackers s'ils obtiennent le RIB. Je vais peut-être juste me permettre d'avancer la réponse et puis vous allez me confirmer ou infirmer. La connaissance du RIB, c'est qu'après, on peut lancer des prélèvements. Il y a eu le cas notamment, je parle en matière de lab, hein, mais un cas un peu, c'est-à-dire création d'une fausse société, obtention d'un leasing pour acheter un véhicule de luxe qui a été transféré en Yougoslavie, qui a été vendu contre de l'espèce, et les personnes ont acheté des armes pour faire un attentat sur le territoire français. Donc, c'est lié à la lab. Hein. Donc, vous voyez, mais tout ça, c'était rendu possible parce que c'est ce qu'on appelle de la fraude documentaire, c'est-à-dire ils ont obtenu le RIB, le statut, le CABIS, la carte d'identité. On va dire, c'est un ensemble de choses qui permet de faire la fraude. C'est pas un document, c'est pas que le RIB où on le donne un petit peu à tort et à travers, des fois, malheureusement. Et on va dire, c'est un ensemble de documents que l'on retrouve dans nos dossiers permanents ou dans le dossier annuel, dans le dossier de travail. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à me contredire hein, si nécessaire. Non, c'est exactement ça. Et le RIB, quelque part, quand vous le fournissez dans un dossier complet pour, je ne sais pas, moi, faire un achat en particulier, ça rassure la personne qui est en face. Pour l'escroquerie, c'est encore mieux quand la personne arrive à fournir un RIB, qui plus est vrai. Mais ce sont des pièces, en tout cas, que les hackers viennent chercher et qui revendent très bien sur le dark. Tout à fait. Donc, voilà, on peut... Ok, je passe. Sachant que, genre, nous, je parle en tant que confrère, hein, en tant qu'expert comptable, les confrères ne vont pas se vanter qu'ils se sont fait cyber-hacker, on va dire, et que les données sont sur le dark web. On va en parler un peu plus après du dark web, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui, du coup, sur le dark web. Pour les confrères, c'est très facile d'y aller, hein, c'est un navigateur web. Je ne vous dis pas d'y aller, hein, nuance, mais on va dire c'est assez, pour ceux qui s'y intéressent, c'est assez facile. Il y a des tutoriels sur YouTube, si vous voulez. Ouais, on va éviter je vous déconseille parce que tout simplement, vous allez recevoir plein de virus sur l'ordinateur. Donc, si vous le faites, faites-le pas avec l'ordinateur du boulot. Et en fait, vous avez des comptes à rebours, en fait, des cabinets d'avocats ou d'experts qui sont fait pirater. Les données vont être mises à disposition de l'intégralité de la communauté, enfin des internautes, et il y a un compte à rebours. Et après, les données sont publiques et c'est sur le dark web. C'est pas le web normal, donc c'est-à-dire qu'on peut pas saisir les serveurs. En principe, c'est compliqué. Ça va être dupliqué sur plein de serveurs. Les données, elles vont être visibles pendant un paquet d'années et du coup sans contrôle sur. Donc c'est un petit peu, on va dire, et là c'est trop tard. Je veux dire malheureusement, puis les pirates, une fois qu'ils ont diffusé l'information, ils passent à autre chose. Et puis, je pense que vos clients, au plus on va avancer dans le temps, au plus il y aura des cyberattaques, au plus quand ils vont choisir leur cabinet d'expert comptable ou leur expert comptable, ils vont venir aussi peut-être chercher cette sécurité cyber que vous pourriez leur offrir en termes d'offre de service en fonction de comment vous êtes protégé. Mais je pense que demain, ça fera partie aussi dans leur choix de critères de votre capacité à pouvoir protéger leurs données. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle on va dire le capital réputationnel, c'est-à-dire comment l'image de marque du cabinet derrière. Si on s'est fait pirater, c'est un petit que les données de nos clients sont diffusées sur le dark web, c'est un peu compliqué. Exactement. Hop, je passe.
Alors, on va faire un petit tour sur l'état de la menace. Vous pouvez passer. Ouais. Alors ça, ce sont les chiffres, vous voyez, 2023, consolidés. Donc, on est en train de consolider ceux de 2024 parce que le service statistique du ministère de l'Intérieur les donne toujours au mois de mars à peu près pour consolider les chiffres de la gendarmerie, de la police et de toutes les plateformes. Alors, en gros, en 2023, il y avait 278 770 plaintes. Bon. On estime que c'est 8% par an à peu près. Je peux déjà vous donner l'évolution par rapport à 2000. Sur 2024, on a pris plus 6%. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a fait 8, 8, 8, 8, et là, on a pris 6 alors qu'on avait les JO. Je pense que, sincèrement, je pense que collectivement, je ne parle pas que des services de l'État, pour le coup, je pense sincèrement que collectivement, on en a tellement parlé avant les JO, on s'est tellement préparé collectivement qu'on a été plutôt bon, il faut s'en enorgueillir, et d'ailleurs, les Américains sollicitent ardemment l'ANSSI pour se préparer à leur propre jeu, parce qu'ils ont été très surpris du chiffre que l'ANSSI a annoncé, des 548 attaques, qui ont eu un impact très faible sur les Jeux Olympiques, alors qu'on s'attendait à 4 milliards d'attaques. Donc, je pense que sincèrement, plus en fait on drill en fait cette sensibilisation en se disant soyez vigilants, faites attention. On va parler à la fin des préconisations, mais le mot de passe, la mise à jour, le sauvegarde, plus on répète, et puis finalement, c'est là qu'on se rend compte que les cyberattaques interviennent un peu moins. Pour autant, ce chiffre-là que vous voyez comme le chiffre qui va sortir bientôt, je pense qu'il faut qu'on le prenne très légèrement parce qu'il y a un gros chiffre noir. Il y a un gros chiffre noir parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs que à chaque infraction numérique, on dépose plainte. Malheureusement, il y a encore des gens, pour diverses raisons, qui ne passeront pas à la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, ou qui ne, il y a des plateformes où vous pouvez déposer plainte en ligne maintenant, qui ne font pas la démarche pour plein de raisons. Les entreprises, c'est souvent pour la réputation. Mais moi, j'ai tendance à leur dire, oui, c'est vrai, je comprends, hein, il n'y a pas de sujet pour leurs clients, pour leurs fournisseurs, pour leur avenir. C'est très compliqué de dire qu'on s'est fait hacker ou qu'on a payé une rançon. C'est pas facile. Le problème, c'est que le hacker, lui, il est sans foi ni loi. Et pour exister, il va le revendiquer, son attaque. Et s'il revendique sur le dark web ou sur un forum cybercriminel, on le saura, nous. Donc souvent, on appelle les entreprises et on leur dit. Vous contactez directement le cabinet quand vous voyez que c'est des cabinets d'expertise comptable qui se sont fait. Ouais. Et c'est là qu'on discute et qu'on comprend. On n'est pas là pour juger, nous. Hein. On est là pour accompagner les citoyens, quels qu'ils soient, dans cette galère, parce que c'est une vraie galère, une cyberattaque. C'est pas une partie de plaisir. Nous, on n'est pas là pour juger. Hein. Moi, il y a des entreprises qui m'ont dit qu'elles avaient payé la rançon et que si c'était à refaire, elles referaient la même chose. Et je ne peux rien leur dire. Il n'y a pas de loi qui dit que vous ne devez pas payer la rançon. Donc, maintenant, il y a la loi pour l'assurance où il y a plein de choses comme ça qui vous contraint un petit peu, mais il y a cette partie rançon. Il y a la partie réputationnelle, la partie honte. Là, on est plutôt sur les escroqueries à l'amour, qui peuvent coûter cher. Hein, si vous vous rappelez l'affaire Brad Pitt, les escroqueries à l'amour, parfois c'est violent hein, pour certaines personnes qui sont dont on abuse de la gentillesse ou de la faiblesse à un moment donné de leur vie. Je peux vous dire que parfois ça coûte cher. Eh ben, ces gens-là vont pas forcément déposer plainte parce que ils vont se réveiller en se disant mince, je me suis fait berner quoi, et j'ai perdu 20 000 € ou 850 000 pour celle de Brad Pitt. Donc vous voyez, voilà la honte. D'autres vont me dire, certains me disent, mais moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, 4 heures dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour m'entendre dire oui, peut-être, non, mais ça sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, justement, parce qu'on a créé ce centre de formation et qu'on fait même de la sensibilisation en interne pour dire aux gendarmes et aux policiers, aujourd'hui, on doit pouvoir accueillir les victimes d'infractions numériques comme toute autre victime. Et donc, ça nécessite aussi qu'on forme tous les gendarmes et les policiers à cette nouvelle forme de cybercriminalité qu'eux, ils ne voient pas au quotidien parce qu'ils sont dans plutôt les incivilités, les cambriolages, les violences intrafamiliales, malheureusement, ce genre de choses. Et puis quand on vient pour leur dire il s'est passé quelque chose sur le numérique, ça leur passe peut-être parfois au-dessus de la tête. Ben non, aujourd'hui, on fait en sorte que ce ne soit plus le cas. Aussi, l'intérêt de porter plainte pour les confrères,
c'est de donner l'information, c'est que ça permet de faire des statistiques qui remontent au niveau national et ça permet de dégager des budgets pour que les policiers et les gendarmes soient formés et qu'ils aient des moyens mis à disposition. Donc c'est pour qu'ils puissent aussi monter en compétence. Donc c'est un double, même si on sait que la probabilité qu'on remonte jusqu'au pirate est quand même parfois, vu que c'est une fraude internationale, ça peut être complexe, mais au moins ça permet on va dire, d'apporter des statistiques. Alors j'ai juste quelqu'un dans le chat qui m'a dit le commissariat ne prend pas les plaintes. Alors ça c'est étonnant, parce que théoriquement, en tant que citoyen, tout le monde peut prendre une plainte. Enfin, on va dire les commissariats et les gendarmeries, donc il faut savoir le pourquoi du comment. Et un confrère qui me demande s'il existe un coffre-fort en cloud, une plateforme créée et certifiée par l'ordre. Alors, je ne suis pas élu, donc je peux un peu plus parler, et je ne suis pas élu au conseil régional ni au national. La problématique que moi je vois, du coup, c'est que c'est pas, est-ce que c'est le rôle de l'institution de certifier une plateforme? Ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous avez des plateformes, par contre, françaises, qui sont hébergées en France ou en Europe et qui sont validées, qui s'appelle SecNum. Et ça garantit que c'est hébergé sur le territoire européen. Et notamment, vous avez Vimi, WILI, qui est une plateforme. Alors, c'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités qu'un Google, mais qui sont plutôt, on va dire, très correctes en termes d'utilisation. Par contre, un petit peu plus cher et moins opérable. Mais au moins, l'avantage, c'est que vous avez la certitude que vos données sont hébergées en France. Exactement. Et c'est souvent l'ANSSI ou cybermalveillance.gouv.fr qui font ces labels. Nous, effectivement, force de l'ordre, non, mais l'ANSSI et cybermalveillance, si je parle de cybermalveillance.gouv.fr, par exemple, eux, ils donnent des labels experts cyber, par exemple, aux sociétés de remédiation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'invente un peu société de remédiation et vous risquez même de vous faire avoir alors que vous allez chercher une société de remédiation. Alors que ces gens-là n'auront pas été audités, par exemple, par cybermalveillance. Je pense que c'est un gage de qualité et de sécurité de passer par ceux qui ont un label que vous retrouverez soit sur l'ANSSI, soit sur cybermalveillance.gouv.fr. Voilà. C'est noté. Si je reviens aussi sur les plaintes, mais on en discutera, je vous donnerai, vous verrez le point d'entrée aujourd'hui. Vous pouvez, pour certaines infractions, déposer plainte en ligne. Vous n'avez même plus à vous déplacer dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Oui, il y a un problème d'écho. Je me permettrai de couper, je me coupe mon propre micro pour éviter que ça fasse un écho. Je vous ai mis donc un petit florilège des infractions qu'on a pu constater. Alors, pour revenir juste sur le chiffre noir, nous, on s'est basé aussi sur les chiffres, par exemple, de cybermalveillance. Vous savez, c'est des gens qui se connectent pour avoir des informations sur tel et tel type de cyberattaque parce qu'ils ont des fiches pédagogiques sur les différents types de cyberattaques. On a une différence énorme. Donc, nous, on a estimé, en fonction des chiffres qu'on avait de manière indirecte, on estime que le chiffre que vous voyez là, de 278 770, ça représente 0,4% de la réalité. On estime qu'il y a une plainte déposée pour 250 faits constatés pour lesquels les gens n'ont pas fait de démarche. Mais tout compris, hein, je ne parle pas que des rançongiciels, que des trucs lourds. Ça peut être, vous savez, les fameux SMS qu'on reçoit où on paye un stationnement parce qu'évidemment, ils nous l'envoient au mois d'août et qu'on se dit, bah mince, je reviens de 2 semaines de la mer et peut-être que j'ai pris un PV que je n'ai pas vu, donc je vais payer. Et là, ils se rendent compte que c'est une arnaque. Et c'est trop tard. Mais c'est 35 euros. Ben, pour 35 euros, ça leur passe au-dessus, ils ne déposent pas plainte. Le problème, c'est que, comme disait Fabrice, si nous, on ne sait pas ce qui se passe, force de l'ordre, si on n'a pas vos retours, déjà, effectivement, le politique, eh ben, il va s'arrêter, les autorités politiques, elles s'arrêtent sur les chiffres. Et donc, elles vont mettre en face de ce chiffre 270 770 le nombre de gendarmes et de policiers qu'il faut pour traiter ce chiffre-là. Mais si on sait que ce n'est pas le vrai chiffre, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les gens, pour l'instant, n'ont pas envie ou ne veulent pas ou préfèrent mettre ça sous le tapis, eh ben, on n'aura pas les effectifs suffisants pour lutter contre la cybercriminalité telle qu'elle doit être réelle. Nous, on a besoin de savoir, grâce à vous, ce qui se passe dans le cyberespace. Si vous ne nous le dites pas, on ne pourra pas le savoir. On ne pourra pas le savoir, on ne pourra pas s'adapter. Alors, on pourra le savoir si le hacker derrière en fait de la publicité, et croyez-moi, ils en font beaucoup. Alors, ils n'en feront pas pour le petit texto à 35 euros, mais ils le feront pour de grosses affaires. Et je peux vous dire que c'est une vraie machine. Les hackers, il ne faut pas imaginer qu'il est tout seul chez lui dans son appartement. Ils sont souvent presque industrialisés, quoi. On va le voir après. Je vous ai mis un petit schéma pour voir après. On peut passer si vous voulez. Alors ça, on rentre un peu plus dans le détail. Bon, vous voyez que c'est surtout les atteintes aux biens, les escroqueries, 59%. C'est beaucoup d'escroqueries que là, on va retrouver dans ces 59%. Les atteintes aux personnes,
ont pris un peu d'augmentation, et encore plus pour l'année 2024, et notamment les mineurs. On a eu plus 13% sur les mineurs, comprenant à la fois tout ce qui était pédopornographie, mais aussi cyberharcèlement. Alors là, le cyberharcèlement, ça a explosé. Et donc, on retrouve ces faits-là dans ce chiffre-là. Les atteintes aux institutions, c'est celle qui a eu la plus forte augmentation avec 2024, mais ça, c'est à cause des JO, parce qu'évidemment, les hackers, pour les JO, c'est essentiellement les institutions qu'ils ont attaquées. Donc là, on a une nette augmentation, je crois, de plus de 10% sur 2024. Et puis le 0,5%, c'est voilà, c'est Adopi, c'est toutes les infractions qu'on peut avoir sur ce volet-là. Alors sur la droite, vous avez les plateformes, les fameuses plateformes où vous pouvez aller déclarer les choses en ligne. Perceval, c'est ceux qui traitent les fraudes à la carte bancaire. C'est-à-dire quand vous voyez dans votre relevé de compte des paiements qui ne sont pas de votre fait. Ça, vous pouvez le faire en ligne. À partir du moment où voilà, ça a été fait sur Internet et que vous voyez qu'il y a des choses où on vous a volé, ben vous allez sur Perceval. Et ça, vous faites une déclaration en ligne, la banque est informée et traite le sujet. Pharos, on est sur les signalements de contenu illicite. Un peu tout ce qui est antisémitisme, apologie du terrorisme, enfin tout ce qui est racisme, voilà, tout ce que vous voyez qui vous paraît choquant, ah ben c'est sur Pharos qu'il faut aller. Vous copiez l'URL et vous l'intégrez dans Pharos, et après les enquêteurs derrière regardent et sollicitent les sites pour déférencer sur Google ou ce genre de choses, ou carrément supprimer la publication. Et Thésée, c'est la fameuse plateforme dont je vous parlais où vous pouvez déposer plainte en ligne pour 8 types d'infractions que vous aurez sur le site. Essentiellement, ça va être les arnaques à l'amour, les arnaques à la fausse location, les arnaques aux colis non livrés, où vous allez faire un achat, vous n'allez jamais recevoir votre colis, les petits rançongiciels. Alors là, il faudrait, sur la plateforme, ça dépend un peu, mais c'est vraiment des petits qui n'ont pas trop d'impact, où vous pouvez déposer ça. C'est le chantage. Il y a pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez faire sur la plateforme Thésée. Alors, je vous en ai parlé de ces plateformes, mais vous allez voir que je vous en parlerai plus après, parce que vous allez avoir un seul point d'entrée pour avoir accès à ces plateformes aujourd'hui. Ça a été créé en décembre. Je vais vous le présenter juste après. Donc, vous aurez vraiment plus à vous poser la question quelle plateforme, il y a un point d'entrée sur lequel vous devrez aller si vous êtes victime d'une cybermalveillance ou d'une cyberattaque. Un seul point d'entrée, vous ne pouvez pas vous tromper. Et à partir du moment où vous serez sur cette plateforme, on va vous guider jusqu'à la fin. Alors, pour vous dire, parce que ça aussi, dans les commentaires que j'ai, où les gens me disent « je ne veux pas déposer plainte, ça ne sert à rien », nous, dans notre rapport, on met souvent en avant les enquêtes de la police ou de la gendarmerie. On ne peut pas mettre ceux de la DGSI, par exemple, vous comprendrez pourquoi, mais ils travaillent aussi, et bien. Et souvent, c'est dans l'ombre, mais ils font des choses formidables. Et la police et la gendarmerie, ils ont fait des enquêtes exceptionnelles en 2023 et en 2024 encore plus. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, les plaintes, elles ne sont pas vaines. Souvent, les gens disent, mais c'est rien, mais parfois, vous faites partie d'une sérialité et vous ne le savez pas. Vous pensez que vous êtes seule victime, mais vous faites partie d'une sérialité. Et si vous vous manifestez, vous allez faire partie du dossier global. Et quand il y aura l'affaire résolue, ben, vous allez faire partie des victimes de manière officielle. Donc, vous voyez, rien n'est perdu. On fait tout, en tout cas, pour faire en sorte que soit vous soyez le mieux accueilli possible quand vous allez dans une gendarmerie ou dans un commissariat, soit vous donnez d'autres moyens de pouvoir signaler que vous êtes victime sans vous déplacer. Vraiment, tout est mis en œuvre pour vous montrer qu'on est engagé à vos côtés et que ce n'est pas du temps perdu et que vraiment on a des gens derrière qui vont jusqu'au bout des enquêtes. Et croyez-moi, souvent elles sont longues. Hein, c'est un peu presque comme un trafic de stupéfiants. Hein. C'est très compliqué de savoir où est le hacker parce qu'il passe par des serveurs étrangers qui font des rebonds. Il faut aller chercher la bonne adresse IP, il faut l'identifier. Après, il faut faire des mandats d'arrêt. Il faut qu'on ait de la coopération avec le pays en question. C'est très long. Mais je peux vous dire qu'il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Et si vous pouvez juste nous dire à peu près la durée moyenne de l'enquête? Sincèrement, ça dépend. Regardez, Logbit, ça fait des années que ça dure. Logbit, l'enquête, elle est ouverte en permanence, mais on arrive assez régulièrement à couper des têtes. Mais le problème, c'est que couper des têtes, c'est une image. Je veux dire, on coupe une équipe et il y en a une autre qui se recrée tout de suite derrière parce que c'est tellement florissant. Et en fait, c'est des groupes qui se constituent, qui parfois se séparent, se refont. Et en fait, j'ai presque envie de dire, elles ne sont jamais. Alors, elles sont clôturées, les enquêtes, mais on suit le groupe toujours de manière constante.
Et puis, dès qu'on a l'opportunité d'aller en chercher quelques-uns et de résoudre certains dossiers, on le fait. J'ai presque envie de dire c'est dans le temps long, mais en tout cas, dès qu'on a l'opportunité de traduire ces gens-là en justice avec l'appui du parquet anti-cybercriminalité de Paris ou de n'importe quel magistrat en France, on y va. Et je lisais juste sur le saisie des crypto-monnaies, vous avez le service qu'on n'a pas listé, enfin le service de recouvrement des avoirs, qui vend de temps en temps, notamment des véhicules, c'est connu pour ça, ont été pris notamment des trafiquants qui revendent et après ça retourne dans le pot commun de l'État, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. La grâce que c'est adapté à l'avènement des cryptoactifs et aujourd'hui, ils gèlent les avoirs cryptoactifs, ouais, totalement. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça, c'est pas une légende urbaine. Hein. Ce qui fait le plus mal aux hackers, c'est quand on va dans le portefeuille, mais de manière générale, à tout criminel ou délinquant. C'est quand on touche au portefeuille que ça fait mal. Donc évidemment, on y est sur le volet cryptoactif et on l'a vu arriver assez rapidement et on se forme régulièrement et dès qu'il y a des avancées, on essaye en tout cas de ne pas être distancé. Ça, c'est sûr. On peut passer. Vous pourrez les lire. Hein, c'est en source ouverte, pour le coup. Là, vous avez un QR code, mais il est sécurisé, celui-là, je vous assure. Vous pouvez, si vous voulez lire le rapport, là, on a fait vraiment le plus gros. Hein. Mais si vous voulez aller plus dans le détail, vous pouvez aller voir le rapport directement. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, je ne sais pas s'il ne me manque pas une slide parce que je n'avais pas vu. Si vous pouvez remonter sur les cybercriminels. Non, il n'y est plus. C'était un schéma où j'avais mis un peu les... En gros, quand je vous disais tout à l'heure, on peut revenir à la slide de tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils s'industrialisent vraiment. C'est peut-être après. Voilà, ce que je voulais vous mettre, c'est... Voilà. Ils sont très organisés. À partir du moment où ils gagnent de l'argent, ils s'organisent. Donc, vous voyez, tout part au centre, là, le forum des criminels et les canaux de discussion. Canaux de discussion, principalement Telegram. Telegram, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Signal, mais il n'y a pas que, il y a Discord, il y a plein de canaux de discussion chiffrés sur lesquels nous-mêmes on se trouve. Et voilà, ils s'organisent à partir de là. Et puis après, vous avez des spécialistes en fonction de leurs compétences, un peu comme dans un métier classique. Ben, vous en avez qui vont être des développeurs de logiciels, il y en a qui vont créer des virus, puis il y en a qui vont vendre les données sur Internet, il y en a d'autres qui vont passer les appels de fameux spoofing ou les arnaques par téléphone. Vous en avez qui vont faire le phishing, qui vont contrôler. Et puis il y en a qui, dès qu'ils vont avoir de l'argent, vont les blanchir. Là, on est parti sur la droite avec des mixeurs de cryptoactifs, comme on disait, des mules. Voilà, des plateformes de cryptoactifs qui blanchissent et qui vous remettent ça au propre. Et puis après, vous pouvez récupérer l'argent correctement. Et puis, il y en a qui, ben voilà, avec les données, ben, vont faire de l'arnaque assez classique, soit par mail, soit par téléphone. Et puis, vous avez ceux qui sont spécialisés en rançon logicielle, plutôt vers le bas. Donc, vraiment, c'est et c'est jamais les mêmes personnes. Et c'est presque une industrie. Voilà, vous avez le financier, vous avez le commercial. C'est très bien structuré. Pourquoi? Parce que ça rapporte. Ça rapporte beaucoup. Donc, je voulais vous montrer ça parce que ça me paraissait parlant. Vous voyez que ce n'est pas un hacker isolé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. L'affaire de Free, c'est un hacker isolé de 17 ans. On veut dire. Mais là, on a affaire à des gens vraiment très, très structurés, très préparés, qui ont compris qu'en restant ensemble et qu'en répartissant leurs compétences, ils pouvaient gagner encore plus. Et est-ce que vous auriez un profil type, du coup, on va dire, de pirate informatique? Non, soit on a affaire aux hackers isolés, soit on a affaire à des gens qui se regroupent. Après, on a des hackers qui sont ce qu'on appelle les groupes APT. Et ces groupes APT, c'est ceux qui vont cibler quelqu'un en particulier. On va dire que les deux premiers, le hacker isolé et ceux qui s'industrialisent un petit peu, ils vont aller à l'opportunité. Il n'y a pas de cible particulière. C'est j'ai une porte ouverte, j'y vais. Je cherche l'opportunité. Je fais un scan sur Internet, je regarde qui n'a pas mis son logiciel à jour, j'y vais. Et le groupe APT, c'est celui qui va viser, je ne sais pas moi, Total en particulier, ou Thales en particulier, ou une entreprise en particulier, parce qu'ils ont eu une commande de quelqu'un qui a besoin de savoir quelle est la recette des brioches pasquier, par exemple. Je dis ça comme ça, mais voilà.
c'est, voilà, on a vraiment soit des opportunistes individuels, isolés ou groupés, soit des gens particulièrement ciblés qui vont aller chercher la victime qu'ils veulent et qui vont faire que ça. Et ils vont attendre que ça passe. Mais ils vont rester dessus. Voilà. Très déterminés, les APT. Très dangereux. On peut passer peut-être à ça d'avant, du coup. Voilà. Alors, du coup, ça c'est un peu, mais c'est normal, ça c'est un peu. Bon, là, c'est les chiffres encore de 2023, hein, ce que je vous disais, une plainte pour 250 faits tentés ou commis qui n'ont pas été signalés par plainte. Ah, vous voyez que ça rapporte bien, c'est 6 000 milliards de dollars hein, dans le monde. En France, on est autour des 3-4 milliards de bénéfices. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on est de plus en plus connectés, et nos enfants encore plus. Ils sont même hyper connectés. Donc, on a tout intérêt à ce que collectivement, et y compris nos enfants, soient vraiment sensibilisés aux cyberattaques, à la cybermalveillance. Et demain, je vais aller dans un collège et un lycée pour leur dire que ce sont les premiers remparts, que si eux, ils ne se saisissent pas du sujet tout de suite, sachant que les technologies évoluent, que les hackers sont de plus en plus nombreux et sophistiqués, ça va être compliqué la vie de demain, quoi. Donc, il faut vraiment sensibiliser tout le monde. Ce que je vous disais, c'était vraiment une responsabilité collective. Et la surface d'attaque, elle augmente parce que on passe notre vie dans le numérique. Hein. On a nos mondes connectés, on a les tablettes, on a les vidéosurveillances qui sont maintenant connectées entre nous. À peu près tout est connecté. Les hôpitaux sont connectés avec les pharmacies. Vous-même, vous êtes connecté à vos clients. Vous voyez bien qu'il y a un lien. On commence tous on partage tout sur le numérique. On s'envoie plus de courrier. Tout se passe, voilà, tout se passe dans le monde numérique. Et donc, on ne peut pas aller dans le monde numérique où on passe, 90% de notre temps sans en connaître les dangers et sans s'en prémunir. Et encore plus nos enfants. Ça, j'y tiens parce que c'est vraiment les premiers. Et pour le coup, eux, ils ont aussi une cybermalveillance assez particulière qui peut aller jusqu'à des gestes ultimes. Hein. On le voit malheureusement dans les faits divers, mais c'est vraiment un sujet, les enfants. Et en tout cas, moi qui me tient à cœur, mais comme tous les publics à qui je viens faire de la sensibilisation, mais c'est vraiment le point de départ. Ils sont le point de départ. Donc, il faut les sensibiliser encore plus. Ce que je veux vous dire, c'est que on digitalise tout, on numérise tout. Je pense que est-ce que vous êtes passé à la facturation électronique, ça y est? C'est un vaste débat. On va dire pour l'instant, la facture électronique chez nous, ça devrait arriver dans 2 ans, si tout va bien, sachant que c'est une révolution pour la majorité des experts comptables. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose de, voilà, la facturation électronique, quand ça va se savoir, c'est quelque chose qui va donner aussi de l'intérêt. Donc, j'imagine très bien que ce sera très bien sécurisé, mais c'est un point d'attention. Donc voilà, je vous ai mis un peu, mais voilà, on passe de plus en plus notre temps, il y a de plus en plus de gens connectés, de plus en plus jeunes. On est tous quasiment sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas que TikTok, Instagram, hein, c'est aussi X et LinkedIn. C'est toutes ces plateformes où on échange des informations entre nous, des CV. Je vois, moi, sur LinkedIn, parfois des CV avec des données sur les CV en visuel public, moi, qui me choquent. Si la personne est intéressée pour vous de recruter, je ne suis pas sûre qu'elle ait besoin d'avoir beaucoup de détails sur vous. Et en particulier, par exemple, votre numéro de téléphone, votre adresse personnelle, c'est quelque chose qu'on peut donner après, quand on est en prise de contact. Il y a trop de liberté, en fait. Et on ne se rend pas compte, mais les données, quand on les donne sur Internet, elles y restent un certain temps. Hein. Elles n'y restent pas 2 jours. Elles y restent. C'est ça l'OSINT, on en reparlera peut-être, mais vos données, elles restent assez longtemps sur Internet. Ça part pas comme ça, quoi. Voilà. On peut passer sur l'autre sens. Bon. Alors, là, vous avez un peu les cybermenaces les plus courantes, toutes cibles confondues. Et le X que j'ai mis devant, c'était un peu plus pour vous. Je vois moins d'attaques DDoS pour vous, mais pourquoi pas, moins de défiguration. Mais en revanche, je vois bien tout ce qui est rançongiciel, hameçonnage, violation de données, fuite d'informations. L'insider malveillant, il y en a de plus en plus. Hein. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a de plus en plus de collaborateurs de RSSI même, qui, déconvenus, mis à la porte, prennent l'ensemble des
des informations et publie ça sur le dark web par vengeance, tout simplement. Et là, vous retrouvez toutes vos données sur le dark web, mis en vente, de tous vos clients, de vos fournisseurs, de plein de choses. Et ça, c'est une menace qu'on doit prendre en compte. Pour s'en prémunir, j'ai presque envie de dire, selon le niveau de ce collaborateur, je pense que dans votre métier, vous devez verrouiller certains fichiers qui ne doivent pas être accessibles en fonction du niveau de votre collaborateur. Il y a des données qui ne devraient pas être accessibles, mais ça, c'est à prendre en compte. Demain, si ça se passe mal avec un de vos collaborateurs, vous pourriez avoir ce genre de déconvenu. Ça se voit. Alors, sur les attaques DDoS, on peut l'avoir sur les logiciels qui sont en mode SaaS, c'est-à-dire des logiciels en ligne où un attaquant pourrait bloquer le site et on ne peut pas se connecter, on ne peut pas faire la comptabilité, ce qui pourrait être très problématique, par exemple, lors des périodes de déclaration de TVA. Ah oui, effectivement. Vous avez un confrère qui pose la question, c'est qu'est-ce que la défiguration? Ah, la défiguration, c'est quand vous avez un site internet, alors peut-être que vous en avez dans vos cabinets pour vendre en fait votre cabinet, ce que vous pouvez apporter à vos clients pour essayer de recruter des clients, entre parenthèses, il va tout simplement prendre la main sur votre site internet et il va mettre une page avec un message. C'est arrivé plusieurs fois à des sites gouvernementaux où il y avait un message, je ne sais pas moi, Free Palestine, arrêter la guerre en Ukraine, avec des messages souvent activistes, mais parfois ça pourrait être aussi pour mettre à mal votre réputation, tout simplement. Donc c'est quelqu'un en fait qui prend la main sur votre site et les gens quand ils se connectent sur votre site internet de votre cabinet, c'est cette page qu'ils vont voir. C'est ça une défiguration. Je vous ai mis attaque par force brute, compromission de boîte mail. Alors ça arrive souvent. Ça, en fait, il ne faut pas imaginer que le hacker, il passe des mots de passe par hasard tout seul. Hein. Il a des logiciels, il a des robots, il a des botnets qui font ça pour lui. Ouais, c'est pas lui tout seul qui fait ça pendant 10 heures pour essayer d'atteindre votre boîte mail. Non, non, c'est un logiciel bien armé qui envoie des requêtes, jusqu'à trouver votre mot de passe. Et souvent, comme on utilise soit le même mot de passe, soit un mot de passe assez faible, en termes de robustesse, le robot le trouve. Alors, comment il arriverait à trouver votre mot de passe? Si vous faites l'objet d'une fuite de données, un peu comme Free par exemple. Je prends l'exemple de Free. Si on a votre identifiant, votre mot de passe, et que vous avez le même mot de passe pour l'ensemble de vos applications, facile, il va y aller. Hein. Et là encore, ce n'est pas lui qui va y aller lui-même. Il ne va pas aller sur Sephora, il ne va pas aller sur de lui-même. C'est le robot qui l'aura créé qui va le faire. Et avec un peu de chance, vous avez utilisé le même mot de passe, il va voir que vous avez mis votre carte bancaire, et il pourra faire ce qu'il veut. Donc, il y a cette façon-là d'obtenir peut-être votre mot de passe, c'est-à-dire que vous avez fait l'objet d'une fuite de données, mais vous ne le savez pas, parce que la fuite de données, elle ne vient pas de votre cabinet. Hein, j'entends, c'est une fuite de données, peut-être, j'en sais rien, moi, d'un de vos clients, ou alors d'un site sur lequel vous êtes allé à titre personnel, mais il sait que vous êtes expert comptable et il va essayer de voir si le mot de passe, vous l'utilisez aussi dans votre vie professionnelle et il va le tester. Ou alors, votre mot de passe est trop faible. Je vous montrerai un tableau qui date de 2023 mais qui est toujours à jour, un tableau pour vous montrer en combien de secondes il est capable de craquer votre mot de passe si vous ne le mettez pas assez robuste. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Et encore une fois, ne vous imaginez pas la personne en train de taper lui-même les mots de passe. C'est pas lui. C'est pas lui qui fait ça. Il y a un robot qui le fait, il crée des logiciels, vraiment, c'est très, très sophistiqué. Hein. Et en fait, ça tourne en permanence. Et quand ça match, ça fait un bip, hop, ça y est, j'ai trouvé le poisson, j'y vais. Donc là, ça, c'est un risque parce que je crois qu'il y avait eu quelques exemples, je ne sais plus à quel congrès c'était des experts comptables, mais il y avait eu quelqu'un qui avait raconté cette histoire où il s'était fait, un expert comptable qui s'était fait compromettre sa boîte mail et en fait, ses clients recevaient des demandes de paiement avec un RIB différent et ils ont payé sur le RIB différent parce qu'ils ont vu que c'était le vrai expert comptable puisqu'il avait intégré votre messagerie qui lui écrivait. Donc, il y a un client à un moment donné qui a appelé en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi vous me demandez de payer, parce que je vous ai payé la dernière fois par chèque. » Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que quelqu'un avait intégré sa boîte mail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hacker,
Une fois qu'il a envoyé le mail, il efface le mail. Donc vous, quand vous intégrez votre boîte, votre messagerie, vous ne voyez pas ce qui se passe. Parce que dans vos envoyés, le message n'y est plus, et dans votre corbeille, il n'y est plus. Donc en fait, vous ne savez même pas qu'il est entré dans votre messagerie et qu'il s'est fait passer pour vous. Et ça arrive de plus en plus. D'où l'intérêt du mot de passe robuste changé régulièrement. L'ingénierie sociale, vous savez ce que c'est? Je prends le temps de vous étudier avec tout ce que vous pouvez mettre, souvent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou dans votre vie privée. D'ailleurs, ils regardent les deux. C'est-à-dire qu'ils regardent ce que vous mettez dans le cadre de votre profession. Peut-être que vous avez fait des conférences, peut-être que vous avez fait des articles dans les journaux, peut-être que vous avez fait plein de choses. Donc, il va vous étudier sur le volet professionnel, mais il va aussi vous étudier dans votre vie perso. Il va voir qui sont vos amis sur Facebook, sur X, qui vous suivez pas. En fait, il vous étudie. Et ensuite, il adapte le phishing qui va vous arriver quelques temps après, avec éventuellement un peu de pression, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est un peu l'intérêt d'ingénierie sociale, c'est de vous mettre la pression en vous disant, en se faisant peut-être passer pour un de vos collaborateurs, parce qu'il aura vu que votre collaborateur était parti en vacances, mais peut-être que vous attendiez quelque chose de lui. Donc, voilà, tout est fait en fait pour vous étudier. Et le hacker, encore une fois, il a le temps, il n'est pas pressé. Hein, c'est pas du one shot. Hein. Lui, s'il est prêt, s'il pense qu'il va gagner beaucoup avec vous, il va prendre tout son temps pour vous étudier. Il va vous étudier vous, il va vous étudier tous vos amis, tout votre entourage, votre compagne, vos enfants, vos collaborateurs. L'intérêt pour lui, c'est au moins que vous ouvriez la porte. Une fois que vous avez ouvert la porte, d'où l'intérêt de faire attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux vous concernant. C'est important. Et le deepfake, ça, c'est l'avenir. Hein. Ça, c'est le danger à venir. C'est un peu. Alors, je vous l'ai mis en exemple, c'est le fameux, la fameuse visioconférence à Hong Kong où la personne de service financier a fait des virements sur des comptes avec des RIB dont il n'avait pas connaissance, mais qu'il a suivi parce qu'en fait, il avait en face de lui vraiment tous les collaborateurs qu'il connaissait. Alors, ce ne sera peut-être pas tout de suite au niveau visio, mais aujourd'hui, vous avez des logiciels d'intelligence artificielle qui, avec 3 secondes de voix, est capable de faire une discussion avec la voix de la personne. Donc, si vous faites, moi, je ne sais pas si on prend la présidente de l'Ordre des experts comptables, par exemple, et que, comme elle fait beaucoup de conférences, j'utilise l'intelligence artificielle, je vous appelle, et c'est elle que vous entendez. Alors là, je vous ai fait au plus large, mais ça pourrait être un de vos collaborateurs ou un de vos confrères avec qui vous avez de très bonnes relations et qui a fait une conférence il n'y a pas longtemps. C'est ça demain. Ça va être des appels plus que de la visio, à mon avis, parce que ce n'est pas encore totalement très bien fait. Alors, on est au-dessus de l'émission Canteloup quand même, hein, sur l'intelligence artificielle avec les visages. C'est de plus en plus sophistiqué et on commence de plus en plus à avoir de mal à faire la différence entre le vrai et le faux. Alors nous, en gendarmerie, en police, on a des logiciels qui permettent de détecter les deepfakes et notamment, malheureusement, en pédopornographie parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle génère des images pédopornographie et donc ça nous met en difficulté parce que il va falloir discriminer qui sont les vraies victimes et qui sont des victimes qui sont créées par l'IA. Donc ça nous fait perdre un temps fou en termes d'enquête et on passe peut-être à côté de vraies victimes. Et demain, ça va être ça l'enjeu. C'est OK, tu m'appelles, c'est bien ta voix, mais est-ce que c'est bien toi? Demain, vous allez tous être parano. Quand on va raccrocher là, vous serez tous parano. L'usurpation d'identité, ça c'est assez classique. Hein. C'est toi, Fabrice, qui en parlait surtout, c'était les noms de domaine où on pouvait usurper quasiment l'adresse de votre cabinet avec une lettre près, et les gens ne font pas attention. Hein. Et c'est très facile aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques comme ça, avec des noms de domaine très approchants. Pour les JO, il y en a eu, je crois qu'il y en a eu plus de 300, des noms de domaine créés pour essayer de faire des escroqueries. On va le voir notamment quand vous avez, par exemple, le cabinet, vous avez le .fr, mais vous n'avez pas le .com, ou vous n'avez pas le .eu. Donc, c'est-à-dire, c'est l'extension, c'est après l'adresse, quand vous allez sur http, vous avez l'adresse du cabinet, et à la fin, vous avez soit un .fr, soit un .com, et c'est là où on pourrait acheter un nom de domaine, ça coûte 4 €. Et on peut faire une redirection vers un site pirate.
Donc, je suis hacker, j'ai accès à votre boîte mail, j'arrive à créer un faux site, je récupère tous vos clients. Donc, vous voyez, c'est parano. Voilà. Les fraudes, ben ça, alors là, pour le coup, on est dedans. C'est maintenant, c'était même avant, et c'est encore maintenant. Donc, les fraudes, faux cabis, faux conseiller bancaire, faux support technique, faux placement. Beaucoup de faux placements en ce moment, là, c'est un peu tendance. Faux ordre de virement, le spoofing. Hein. Vous avez sur votre téléphone ma banque, alors que ce n'est pas votre banque, mais c'est effectivement le numéro de votre banque qui s'affiche. Donc, c'est des techniques, malheureusement, qui sont utilisées par les hackers pour escroquer un maximum de personnes, et ça marche. Ça marche. Je rajouterais le faux expert comptable. On commence à le voir, c'est que des pirates appellent nos clients, se font passer pour nous et demandent aux clients de faire un virement au motif la TVA, l'impôt société, pour faire un faux virement. Et vu que ça vient du cabinet d'expertise comptable, le client, il écoute aveuglément. Exactement. Donc, vous voyez, tout ce qu'ils sont capables de faire, organisé comme je vous l'ai montré avant, ils sont capables de faire tout ça. On peut passer. Bon, je suis sûre que vous avez tous reçu au moins un texto comme ça. Si vous me dites non, c'est que j'ai un souci avec mon téléphone. Mais même moi, je les reçois. Donc, bon, tout simplement, hein, ils sont assez malins. Ça marche encore, un peu moins, mais ça marche toujours. Là où ils sont malins, disons, c'est que ces textos-là, vous les recevez à un moment charnière, en fait. Comme je vous disais, le faux stationnement, c'est en règle générale retour de vacances ou pendant les vacances. La prime de Noël, c'est en décembre. Les impôts vous remboursent, c'est en octobre. Voilà, tout est fait pour, en fait, voilà, trop perçu. Tout est fait pour que vous cliquiez, donniez vos informations et qu'ensuite, derrière, il y ait de la malveillance, de la cybermalveillance qui s'organise contre vous ou contre. Voilà. Malheureusement, alors, ça, c'est ce qu'on appelle le smishing. Ça marche encore, notamment le colis. Le colis rentre plus dans ma boîte, enfin, le colis est trop gros dans votre boîte aux lettres, veuillez appeler. Alors, soit c'est un numéro surtaxé, soit c'est un lien qui vous renvoie sur quelque chose, où vous donnez vos données en espérant que, voilà, ou les droits de douane, votre colis est bloqué, droits de douane 4 euros. Il y en a encore qui payent, donc voilà. Mais bon, c'était pour vous montrer que on a les mails, on a les SMS. Il y a aussi un autre danger, peut-être qu'on se focalise beaucoup sur le numérique et nos téléphones. Nous, on a eu un cas d'un hôpital où le hacker a bien compris que c'était plus compliqué de passer par la voie numérique. Il a tout simplement envoyé un courrier physique, un courrier papier, avec l'entête qu'on retrouve n'importe où en logo sur Internet, en disant « Chers confrères, vous trouverez ci-joint une carte SD avec le nouveau rapport du virus X57531. Merci de bien vouloir le diffuser à l'ensemble des personnels de l'hôpital. » Réglé. On s'attend tellement, on focalisait tellement sur notre téléphone, notre ordinateur, qui sont passés par la voie postale. Sans foi ni loi. Et ça a marché. Une question dans le chat au tout début, c'est pourquoi les opérateurs téléphoniques ne sont pas plus proactifs par rapport à ce genre de message? Alors, ils vont pas avoir le choix parce que les parlementaires se sont vraiment bien, pour le coup, emparés du sujet et vous verrez qu'à la fin, il y a une plateforme pour ça. Je vais vous donner le nom d'une plateforme pour les SMS qu'on reçoit. Vous avez vu, bon, alors c'est peut-être un peu léger, mais aujourd'hui, normalement, on ne peut plus recevoir d'appels de démarcheurs sur des créneaux bien particuliers. J'ai presque envie de vous dire, c'est un début. C'est pas assez, mais c'est un début. Mais oui, bien sûr. Et puis, je peux vous dire qu'ils y sont sensibilisés parce qu'avec le nombre de réquisitions qu'ils reçoivent de notre part, ils voient bien qu'il y a un problème. On peut passer. Alors, qu'est-ce qui les motive? Principalement l'argent. En ce qui vous concerne, c'est plutôt sur le X. Hein. Donc, financier, extorsion, divulgation d'informations sensibles, le chantage, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous arriver. La vengeance personnelle, ça, c'était par rapport à l'insider malveillant. La médiatisation, la recherche de notoriété, je me suis fait un cabinet d'experts comptables et j'ai volé toutes les données des entreprises. Et dans ces entreprises, il y a telle entreprise, où il y a telle personnalité, où il y a, vous voyez, c'est comme ça qu'ils existent. Et puis la réputation, évidemment. Mais c'est principalement le gain financier.
Parce que derrière, une fois qu'ils auront eu accès aux données que vous détenez, derrière, il va y avoir des campagnes de fraude et d'escroquerie sur vos clients, sur leurs fournisseurs à eux, sur leurs salariés. Enfin, toutes les données que vous aurez, de toute façon, seront optimisées pour faire un maximum d'escroquerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, on l'ignore, les données, elles ne sont pas vendues qu'à une personne, hein, dans le dark. Elles sont offertes à qui veut les acheter. Et il y a peut-être 100 personnes qui vont les acheter. Lui, son objectif, c'est de se faire de l'argent. Hein. Il ne va pas le vendre une fois à quelqu'un. Oh, ben, tiens, oui, d'accord. Ah ben non, je ne veux pas le vendre ailleurs. Ben non, s'il a 10 personnes qui veulent lui acheter, je sais pas moi, 2000 € la base de données du cabinet d'experts comptables de Pontoise, ben, il va les vendre 5 fois. Lui, il ne cherche pas à savoir l'impact que ça aura sur vous. Hein. Il s'en fout. Hein. Je rajouterais juste une chose, c'est que les criminels, en l'occurrence, sont pas forcément, sont sans foi ni loi. Je m'explique. C'est ce que j'appelle les attaques par rebond, c'est qu'ils vont essayer, notamment pour les confrères et les consoeurs qui ont des adolescents à la maison, votre système informatique est bétonné, même s'il n'y a aucun système bétonné. Donc, ils vont passer par vos enfants en disant, c'est des ados qui sont peut-être mal dans leur peau. Ils vont les approcher pour que eux, après, puissent diffuser des fichiers sur vos périphériques personnels ou pire, sur vos périphériques professionnels que vous ramenez tous à la maison. Parce qu'on a une profession qui travaille beaucoup. Donc, généralement, on revient avec les ordinateurs portables à la maison. Et voilà, donc soyez vigilants parce que on a beau avoir le meilleur système informatique en termes de protection, parfois la vulnérabilité, elle vient de là où on n'aurait pas forcément anticipé. Exactement. On peut passer. Alors là, c'est parce que je sais que vous avez beaucoup d'entreprises à gérer et donc pour vous montrer un peu que même eux, si vous êtes déjà très sensibilisé et que vous avez cette fonction de conseil auprès des entreprises clients chez vous, il y en a encore très peu qui se sentent concernés. Et pourtant, ils sont la cible première parce qu'ils ont vous centralisez leurs données et ils ont eux aussi leurs propres données de l'or entre les mains, quoi. Et donc, c'est la cible privilégiée des hackers parce que ça rapporte un peu plus. Même parfois, les hackers arrivent à dire, comme ils ont accès aux chiffres d'affaires sur certains sites internet de ces entreprises, ils vont demander 20%, 30%. Ils ne vont pas être trop gourmands parce que ce qu'ils veulent, c'est que ça soit payé. Donc, même ça, ils arrivent à avoir accès à ce type de données et donc ils adaptent en fonction de l'entreprise et de son potentiel en termes financiers. Ils vont adapter la rançon en fonction de l'entreprise. Donc là, on essaye, nous, même à notre niveau, d'aller au contact des entreprises pour leur dire, et en particulier les toutes petites entreprises et les moyennes entreprises, pourquoi? Parce qu'en fait, les hackers, ils savent que ces gens-là, ils ont mis toute leur vie dans leur entreprise. Toute leur vie, toutes leurs économies, peut-être même embarquer leur famille. Et donc, ils savent que ce spectre-là, un peu émotionnel, personnel, ils savent que ces gens-là vont plus facilement payer qu'un grand groupe qui a peut-être une assurance ou pas mal investi dans la cybersécurité, qui a peut-être une sauvegarde et qui, quand il va avoir la rançon, va rigoler, quoi. C'est plutôt les toutes petites entreprises qui vont venir chercher parce qu'ils savent que ces gens-là n'ont pas forcément conscience des dangers et qu'ils n'ont pas forcément la manne financière pour investir dans la cybersécurité en termes de technologie. Et donc, ils vont privilégier ces gens-là parce qu'ils savent qu'ils vont jouer sur si tu ne payes pas, tu perds ton entreprise. Et bien souvent, c'est malsain comme méthode, mais malheureusement, ça marche. Ça marche. Donc, ils ne sont pas préparés à une cyberattaque. Ça aussi, c'est notre mission. C'est de leur dire, allez, il faut qu'on se prépare. Si ça arrive, réduire un maximum l'impact. Et donc, on donne des conseils en gestion de crise cyber. Et puis voilà, vous voyez, le coût médian d'une remédiation après une attaque de ransomware, c'est estimé à plus de 350 000 €. Hein. Sans parler de l'impact commercial, c'est refaire tout votre parc informatique, remonter toutes les informations, et puis après, tout ce que ça va vous coûter financièrement. Voilà. On peut passer à la prochaine. Alors, vous saviez que l'affaire Coaxis, ça avait coûté en termes de remédiation 2 millions d'euros. Donc, M. Vegas avait annoncé le coût de la remédiation. 2 millions d'euros pour 6 semaines, je peux vous assurer qu'il a mis les moyens. Parce que 6 semaines pour se relever d'une cyberattaque, c'est rare, très rare.
Une question qui nous demande comment peut-on accompagner les clients pour trouver des financements afin de sécuriser leurs capacités cyber? Trouver des financements, alors j'ai presque envie de vous dire que ça peut se voir localement, parce que je sais qu'il y a des départements qui donnent des aides pour ça aujourd'hui. Donc après, ça dépend aussi de leur... j'imagine que ceux qui sont sous la coupe de l'ANSSI bénéficient aussi d'aides de l'État en particulier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de départements qui ont pris conscience aussi du sujet et qui offrent parfois une partie prise en charge pour ça. Donc, surtout si elles ont un intérêt économique pour le département où ils se trouvent. Donc, je pense que c'est à regarder de ce côté-là. Merci. Ouais, on peut passer à la slide suivante. Voilà ce que je vous disais, 90% des attaques impliquent l'ingénierie sociale, c'est à la fois vous connaître et vous mettre la pression à un moment clé. Et ça, je vous dis, ils ont le temps de le faire. C'est leur métier, hein. Ils ont que ça à faire. Donc ils vont prendre leur temps parce qu'ils savent que derrière, ça peut rapporter gros. Mais c'est ça le danger. Donc il y a de plus en plus d'attaques aussi par rançongiciel, mais parce que ça se démocratise en fait, hein. Aujourd'hui, un rançongiciel, vous pouvez l'acheter sur Internet. Donc 100 €, ça va de 100 jusqu'à... Ça peut faire beaucoup de dégâts et malheureusement, aujourd'hui, c'est presque devenu une offre de service. Vous avez les attaques contre les chaînes d'approvisionnement qui sont en hausse. Et presque au-delà de la chaîne d'approvisionnement, là, on est très porté sur des industries. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est surtout ceux qui ont des liens, des connexions. Vous avez des liens avec vos clients par l'intermédiaire de logiciels, les hôpitaux avec les pharmacies. Vos clients sont potentiellement des portes d'entrée pour remonter sur vous. Tout dépend des accès qu'ils ont et comment dire, des privilèges qu'ils ont pour remonter jusqu'à votre logiciel que vous partagez ensemble. Donc, il se pourrait, par exemple, si je vous prends l'exemple d'un de vos clients qui ne mettrait pas à jour le logiciel que vous avez en commun, c'est-à-dire que vous déposez les trucs lui aussi, eh ben, ça peut être une porte d'entrée pour le hacker. D'où l'intérêt de sensibiliser vos clients quand il y a une mise à jour, quand il y a des choses à faire pour que vous soyez bien raccord, qu'il n'y en ait pas un qui laisse la porte ouverte. Les attaquants se rassemblent, voilà, ce que je vous disais, c'est oui, presque des cartels, vraiment une industrie, quoi. Vraiment une industrialisation de la cybercriminalité aujourd'hui. Et surtout, il ne faut pas que vous imaginez, c'est que des... Enfin, il y a des Français, hein, il y a des hackers français, mais là, c'est mondial, quoi. On peut être attaqué par n'importe qui se trouve n'importe où dans le monde. C'est pas évident de se faire ça à l'idée, parce que pourquoi nous mais pourquoi un Mexicain va venir m'attaquer? Parce que la porte est ouverte, opportunité. Est-ce qu'il y a une nationalité qui ressort, du coup, parmi les pirates? Il y en a tellement. On aurait tendance à dire assez facilement russe, vu le contexte actuel. Mais sincèrement, il y en a tellement de hackers, enfin en tout cas qui s'initient aussi à ça, qu'on ne peut pas faire de statistiques parce qu'il y a même des gens qui nous font croire qu'ils sont russes en essayant d'utiliser Google Traduction et on se rend compte qu'ils ne sont pas russes. Donc, vous voyez, tout est fait pour nous endormir, enfin essayer de nous endormir, mais on n'est pas dupe, on sait utiliser aussi les logiciels de traduction et on sait déterminer quand ça ne correspond pas. Parce que, par exemple, en Russie, il y a plein de dialectes, un peu comme en Espagne aussi. Il y a différentes façons, un peu comme chez nous, le patois, il y a différentes façons de parler. Donc, selon où il se revendique russe, on voit bien qu'il n'est pas totalement adapté à la langue locale. Donc, il y a des gens qui essayent de nous tromper là-dessus. Donc, je pense que ce serait dangereux de vous dire qu'il y a plus de Russes que de Chinois, que d'Iraniens, que d'Israéliens ou que de Français. Mais parce qu'en fait, ils essayent de... Voilà, ils nous font croire qu'ils sont en Russie, mais en fait, on voit que par rebond, ils ne sont pas en Russie, ils sont en Chine. Donc, vous voyez, c'est un jeu de dupes en permanence. Ce serait très compliqué pour moi de vous dire qui sort du lot. Le secret, est-ce que vous pourriez nous indiquer le nom? Il y a quelqu'un qui pose la question à peu près du nombre de cabinets qui auraient été attaqués. Alors, le problème qu'on a avec vous, c'est que c'est difficile de sortir des statistiques dans la mesure où souvent les experts comptables déposent plainte à leur nom, mais pas au nom du cabinet. Donc, du coup, on ne peut pas faire le lien avec l'entité du cabinet. C'est-à-dire que statistiquement, ça relève d'une personne physique et pas d'une personne morale, si je prends le cabinet.
Donc, c'est très compliqué. Même s'il mettrait profession expert comptable, on ne sait pas, on n'arrive pas, on n'a peut-être pas suffisamment développé nos statistiques pour dire il vient déposer plainte pour lui, à titre personnel, ou il vient déposer plainte pour son entreprise. Parce que quand vous mettez votre profession dans un dépôt de plainte, ça n'a pas forcément un lien avec ce pourquoi vous déposez plainte. Vous pouvez venir déposer plainte pour vol de votre voiture, vous allez quand même dire que vous êtes expert comptable. Donc, c'est très compliqué de remonter, mais il y en a quelques-uns. Vous n'êtes pas au même niveau que les entreprises classiques, mais il y en a quelques-uns et ça fait de gros dégâts. Donc, vous nous conseillez de déposer plainte au nom du cabinet? C'est mieux. C'est mieux. Si c'est possible, parce que justement, je ne sais pas comment vous pouvez juridiquement, est-ce que vous pouvez juridiquement le faire? En général, l'expert comptable, je parle pour quand on est indépendant, on est les mandataires sociaux du cabinet, hein, donc on est les dirigeants du cabinet. Ouais. C'est peut-être à nous de développer un onglet supplémentaire pour distinguer la personne de l'entité. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors, l'ingénieur, on en a parlé, mais voilà, on peut passer. Voilà, je vous ai mis quelques exemples, en fait. Bon, vous retrouvez Coaxis en bas à droite, que vous connaissez très bien, mais pour vous dire que personne n'est à l'abri. Hein, vous voyez, donc on a la métropole d'Angers, une horticultrice, un couple qui pirate des choses, un cabinet d'experts comptables. Voilà, vous voyez, par exemple, bon, ça c'était en fin 2022. Il y a plein de possibilités. En fait, personne n'est à l'abri. Il faut savoir que vous n'êtes pas une cible, vous êtes une opportunité. Sauf, vous pourriez devenir une cible en particulier si on avait connaissance que vous avez entre les mains des données d'une entreprise qui intéresse particulièrement les hackers, par exemple. Ça, c'est possible. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la tendance à surveiller, c'est les deepfakes. Ça, c'est clairement les prochaines fraudes qu'on va voir un peu sophistiquées. L'appel d'une personne. Et là où il va falloir faire attention, c'est peut-être que comme vous avez l'habitude d'échanger avec cette personne, est-ce qu'elle a l'habitude de vous parler comme ça? C'est certes sa voix, mais est-ce qu'elle avait bien toujours, est-ce qu'elle vous a toujours parlé comme ça ou ça ne correspond pas du tout à la façon dont on s'adresse ensemble d'habitude? Il y a tout ça qu'il va falloir voir et peut-être trouver un moyen, un peu comme le double facteur, de trouver un moyen peut-être de vérifier que si c'est quelque chose de financier, quelque chose d'urgent, où on vous met la pression, peut-être rappeler la personne par vos moyens à vous, c'est-à-dire ne rappelez pas le numéro qui vous a appelé, mais par le numéro que vous connaissez de la personne, de la vraie personne, pour savoir si effectivement c'était bien elle qui vous a appelé. Il va falloir mettre tout ça en place, mais nous, c'est ce qu'on perçoit, c'est que ce qui est arrivé à Hong Kong, il y a peut-être un peu de retard pour que ça arrive sur l'Europe, mais ça va arriver. Et il faut qu'on s'y prépare. Voilà, c'est ce dont je vous ai parlé, la fameuse affaire à Hong Kong. Ça, typiquement, si vous faites régulièrement des visios, il y a aussi un moyen, il va falloir trouver un moyen d'authentifier les personnes qui se connectent. Parce que, encore une fois, avec une compromission de messagerie, je peux avoir les codes de visio que vous allez mettre en place. Je vous dis, vous allez être parano à la fin de la soirée. On peut passer. Allez, on va essayer de trouver des trucs pour éviter tout ça. Alors, bon, déjà, la base. Ce que vous faites dans votre vie professionnelle, vous devez totalement distinguer de votre vie personnelle. N'utilisez jamais le même ordi, les mêmes clés USB. Tous les usages numériques que vous avez dans la vie professionnelle, vous devez vraiment couper. Si vous rentrez chez vous, vous devez utiliser autre chose. Il ne doit pas y avoir de lien entre les deux. N'utilisez pas, par exemple, une clé USB où vous avez téléchargé des vidéos, ou des films, ou peu importe, et le mettre sur votre ordinateur professionnel parce que vous ne savez pas ce que vous avez téléchargé. Vous avez peut-être un virus que vous ne voyez pas et que vous allez mettre dans votre ordinateur professionnel. Et là, je peux vous dire, un infostealer se met sur votre ordinateur et c'est réglé. C'est-à-dire qu'il va naviguer, il va prendre tout ce qu'il a à prendre et puis après, il va vous attaquer de manière beaucoup plus concrète. Il faut bien sensibiliser vos collaborateurs, mettre en place des stratégies d'authentification avec le double facteur, surtout quand ça concerne, je pense, le financier, vos virements, tout ce que vous mettez en œuvre d'assez sensible.
partage d'informations sensibles, mettez un double facteur. Encore une fois, sur vos collaborateurs, si vous avez confiance, c'est un fait, c'est bien, mais je pense que selon leur niveau, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir accès à tout. N'oubliez jamais ça, parce qu'un jour, une déconvenue, une dispute, ça peut partir à pas grand-chose et vous pourriez pas vous rendre compte qu'il est parti avec une copie de vos serveurs. Okay. Protégez votre espace de travail et vos données. Alors, ça, c'est pareil, quand vous quittez votre bureau, il faut mettre votre ordinateur verrouillé, quoi. Ne partez pas, même aux toilettes, juste pour une petite pause de quelques minutes avec l'ordinateur non verrouillé. Là, c'est assez facile pour quelqu'un qui est peut-être un client, pardon, qui peut mettre sa clé USB, pomper quelque chose et rester à sa place. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire là. Souvent, vous avez affaire certainement à des gens bien qui viennent, qui sont de très bons clients en toute confiance, mais vous ne savez pas, finalement, ça peut peut-être même venir de là. Donc, ça ne vous coûte rien, mettez-vous en veille et quand vous revenez, vous réouvrez votre session. Protégez votre messagerie professionnelle, je pense que je vous l'ai bien fait comprendre, c'est très simple de venir sur votre messagerie, donc sincèrement, soit vous changez régulièrement, là aussi vous pouvez mettre un double facteur, mais sinon changez régulièrement de mot de passe. Prenez soin de vos informations personnelles en ligne, ce que je vous disais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, si vous faites des interventions. Moi, je ne vous dis pas de ne plus intervenir, mais de maîtriser vos informations et de bien avoir conscience que tout ce que vous mettez sur les réseaux, ça peut être utilisé. Ne laissez pas vos équipements sans surveillance devant vos déplacements et, par exemple, le train. Un filtre écran, ça ne coûte pas grand-chose. Le filtre écran, vous savez, moi j'en ai un sur mon ordinateur de travail. Quand vous êtes dans le train, la personne qui se trouve à vos côtés ou derrière ne peut pas voir ce que vous faites. Et ça coûte 10 € je crois. Donc sincèrement, ça vaut le coup de le mettre. Et puis quand vous allez, là encore, vous prendre un café dans le train, ou moi je pense que c'est plus prudent de le prendre avec vous, votre ordi. Hein. C'est compliqué, c'est embêtant, je suis d'accord. Ou alors, si vous avez confiance et que vous le laissez, vous le fermez, vous le verrouillez. Mais bon, moi, j'ai les trains pour voir de nombreuses photos arriver, pour me montrer qu'il y a des gens qui arrivent à prendre des photos des écrans de personnes qui font, semble-t-il, une activité sensible. Je trouve ça un peu dangereux. Ne pas faire confiance au réseau non maîtrisé pour connecter vos équipements. Là, j'aurais bien envie de vous parler des Wi-Fi gratuits, hein, McDo, gare. Privilégiez plutôt un partage de connexion, je pense que c'est plus sûr, avec votre téléphone. Donc, mais évitez de vous connecter sur ces réseaux Wi-Fi parce que là aussi, on a vu pas mal d'intrusions et de captation de données. Nous, par exemple, on ne peut pas le faire. En gendarmerie, en tout cas, si on essayait de se brancher avec nos ordinateurs, ce serait impossible. Notre VPN ne s'ouvrirait pas. Effectuer des sauvegardes régulières. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on a une société d'infogérance qui fait ça. Ouais, mais bon, regardez Coaxis. C'est typiquement le truc où on se dit, bah, quand ça arrive, mince, ça arrive. Si vous avez la possibilité de faire des sauvegardes régulières, au moins des données les plus sensibles dont vous disposez et dont vous ne pouvez pas vous passer ou pour travailler, pour avoir votre activité, je vous conseille de la faire. Et alors, idéalement, évidemment, ne la laissez pas brancher sur vos réseaux parce que la première chose que le hacker va aller chercher quand il va rentrer dans votre ordinateur, c'est vos sauvegardes. Parce qu'en fait, il va tout faire pour que vous n'ayez aucun moyen autre que de payer la rançon pour récupérer vos données. Donc, votre sauvegarde, vous la faites et vous la débranchez. Ne jamais laisser une sauvegarde branchée. Je sais que parfois, vous le faites de manière automatique et elle reste branchée en permanence. Si vous la laissez brancher, la première chose que le hacker va aller chercher, c'est ça. Et c'est la première chose qu'il va chiffrer. Donc, enlevez-la, déconnectez-la. Vous la faites, vous la déconnectez. Gardez le système et les logiciels à jour, et y compris vos applications métiers. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez un logiciel qui met à jour régulièrement parce qu'il a connaissance de vulnérabilités qu'il faut les corriger vite, n'attendez pas, ne reportez pas vos mises à jour. Surtout pas. Si vous reportez, vous laissez la porte ouverte. Changez régulièrement vos mots de passe. Bon, moi, j'ai mis 6 mois max, mais vraiment. Et puis surtout, mot de passe robuste. Et on va voir pourquoi après. Voilà. Ce que je vous disais. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais idéalement, il faudrait que vous soyez dans le jaune-vert. Ça, ce serait bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des phrases comme mot de passe. C'est vrai que c'est pas bête. Si vous avez des phrases ou
ou des citations qui vous plaisent, mettez-les en mot de passe. Si c'est plus facile pour vous pour les retenir, mettez-les en mot de passe. En tout état de cause, vous voyez qu'il faut que votre mot de passe soit robuste. De toute façon, je vous le laisserai, donc vous pouvez regarder. On va passer. Alors, si je sais, parce que beaucoup de personnes me disent que c'est très compliqué de toujours garder en mémoire les mots de passe personnels, les mots de passe... Ah oui, et le live, il va se couper tout seul? On t'entend pas, Fabrice. On doit être dans le timing, il nous reste 4 minutes. Du coup. Okay. Bon, pour vous dire, le mot de passe, je sais que c'est compliqué pour vous de les retenir, surtout que vous en avez dans votre vie perso, dans votre vie pro. L'ANSSI, elle vous conseille KeePass parce que c'est français. D'accord. Les mots de passe que vous pouvez utiliser avec d'autres gestionnaires de mots de passe, vous prenez le risque que ce soit pompé par les Américains ou autre chose. Ça, c'est français. Bon, l'idéal, c'est que vous ayez vos propres mots de passe, mais si vous avez besoin d'un gestionnaire de mots de passe, vous avez beaucoup d'applications. Prenez KeePass, vous avez un tutoriel pour vous expliquer comment ça marche sur YouTube. Je me permets, ça fonctionne très très bien. Je l'utilise à titre personnel. C'est un fichier, en fait, un programme. Quand vous allez le lancer, vous double-cliquez, ça vous donne un master mot de passe. Et dedans, vous aurez toute la liste de vos mots de passe. Et du moment où vous avez un nouvel outil, vous cliquez générer vos mots de passe et il va vous proposer un mot de passe robuste avec des minuscules, majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et c'est français. Voilà, ça, je vous ai mis quelques gestes barrières. C'est quelque chose que vous pouvez imprimer et mettre peut-être dans votre salle café si vous voulez pour vos collaborateurs, tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier de la conférence, n'hésitez pas. Ça reprend le mot de passe, la mise à jour, la sauvegarde. Voilà, les gestes barrières, c'était un peu ce qu'on avait fait pour le Covid, mais je crois que ça s'applique toujours maintenant. Voilà, ce que je vous disais, c'est que la cybersécurité, c'est une responsabilité collective, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas de maillon faible, il n'y a que des remparts. Et je pense qu'avec tout ce que vous avez vu ce soir, vous avez de bonnes pratiques pour pouvoir le faire. On peut passer. Quelques outils. Alors, c'est la fameuse plateforme dont je vous parlais. Aujourd'hui, vous ne prenez plus la tête. Où je vais, qui j'appelle. Un seul réflexe à avoir si vous avez des questions, une cybermalveillance, une cyberattaque, c'est la plateforme 17cyber.gouv.fr. Donc là, en fait, vous allez faire un parcours victime, vous allez dire ce que vous avez constaté, ce que vous voyez, et ça va vous dire ce qu'il faut faire, ou ça va vous renvoyer soit sur une société de remédiation, soit sur un policier ou un gendarme, en chat, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez directement discuter avec un responsable des forces de l'ordre, et vous allez être accompagné de bout en bout de ce qui vous arrive. Donc ça, vraiment, aujourd'hui, vous ne posez plus la question plateforme TZ, plateforme Pharos, plateforme... C'est 17cyber.gouv.fr. Il vous arrive quelque chose, allez sur cette plateforme. Et je peux vous assurer, ça a été fait avec nous, avec la police aussi. Et c'est une super plateforme. Et là, c'est pour vous montrer que localement, vous pouviez avoir aussi des services qui viennent vous aider si vous êtes cyberattaqué aussi localement. Donc, vous en avez un par région en règle générale. Donc, je voulais vous mettre aussi... Vous voyez que pour les entreprises de défense, c'est la DRSD, pour les entreprises d'aviation. Je voulais vous mettre aussi ça parce que ça peut être utile pour vous, où que vous vous trouviez, ou pour vos clients. Alors, ne vous inquiétez pas, on vous enverra le support. Sinon, vous nous envoyez un email au conseil régional et on vous enverra les liens pour télécharger le PowerPoint. Alors ça, c'est pour, si vous voulez vous préparer pour la gestion de crise cyber, c'est un MOOC qu'on a rédigé, enfin qu'on a réalisé, pardon, qui se trouve sur cybermalveillance.gouv.fr et ce ne sont que des vidéos. Donc, on sait que c'est pas facile de lire un bouquin comme ça avec plein de termes qui vous donnent pas envie. Nous, on a voulu faire ça vraiment à base de vidéos très courtes. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment de la sensibilisation, de l'initiation à la gestion de crise. Vous pouvez aussi le donner à vos clients. Il n'y a aucune difficulté. Et puis, vous allez retrouver donc cybermalveillance.gouv.fr. C'est là-dessus que vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques sur les cyberattaques. C'est très riche et très bien fait. L'ANSSI, vous connaissez. La CNIL, je pense que vous connaissez. Ma sécurité, bah, c'est le fameux chat où vous pouvez parler avec un policier ou un gendarme en direct, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est une sorte de WhatsApp avec les forces de l'ordre, donc n'hésitez pas. Et ça, c'est quelques plateformes. Voilà, vous avez par exemple Signal Spam et Phishing Initiative. C'est si vous avez un doute sur une adresse
ou quelque chose que vous avez reçu, vous allez sur ces plateformes, vous l'intégrez, il vous dit si c'est frauduleux ou pas. Signal conso, c'est plutôt si vous avez un litige avec une plateforme sur laquelle vous avez passé commande, vous n'avez pas reçu le colis. Et 33 700, c'est pour les SMS. Voilà. Quand vous recevez les fameux SMS qu'on a vus, c'est sur cette plateforme qu'il faut aller. Et voilà, ça c'est Mon Aide Cyber. C'est un nouvel outil que l'ANSSI a mis en œuvre. On va prendre les 5 minutes de votre temps précieux pour ceux qui nous accompagnent. Je suis désolé, c'est mea culpa. Je suis désolé. C'est la dernière slide. Il nous reste une slide. C'est la dernière slide, promis. Et ça, c'est Mon Aide Cyber. Ça, c'est un nouvel outil qu'a créé l'ANSSI, justement. Il y a des aidants partout en France qui sont capables de se déplacer dans l'entreprise qui le souhaitent pour faire un diagnostic de cybersécurité. Voilà, et pour voir un peu si l'entreprise a une maturité cyber de bon niveau, s'il faut qu'elle s'améliore. Et puis, ça nous permet d'avoir des éléments statistiques sur ce qu'il faut améliorer. En tout cas, c'est très dédié aux entreprises, aux collectivités, aux hôpitaux. Et Mon Aide Cyber, c'est partout en France. Donc, ceux qui veulent en profiter, il suffit de passer par cette plateforme pour pouvoir demander un audit. Voilà. Après, c'est les documents de l'ordre que vous avez l'habitude. Et après, vous avez les nouveaux webinaires qui vont arriver très prochainement. Et je vous prie encore de m'excuser pour le son, pour la qualité du son. Je vais y remédier pour la prochaine fois. Et en tout cas, je vous remercie, mon colonel, pour toutes ces informations qui étaient très pertinentes. C'était dense, hein? C'était dense. C'était dense. Il faudrait qu'on prévoie 2 heures, mais ça après, c'est entre les mains de l'institution pour qu'ils nous puissent faire un webinaire encore plus long. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a appris pas mal de choses. Donc, je vous remercie. Et je souhaite une bonne période fiscale à tous nos confrères et consoeurs qui sont dans le chat. Bon courage à tous. Et puis, n'oubliez pas qu'on est là pour vous accompagner. On n'est pas là pour juger. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.